Et donc on se retrouve avec des noms qui sont assez singuliers, comme ici par exemple dans la famille des ocres, il y en a un qui s'appelle poil de chameau. Donc souvent les noms sont reliés à des choses qui vont créer immédiatement des images ou évoquer des connaissances culturelles, on va dire. Moi j'ai organisé le livre en mettant, c'est pour ça que j'ai choisi cette page, parce que vous voyez la photo qui sont sous les ocres, ce sont des morceaux de pastel sec, qui sont donc la technique que j'utilise le plus souvent. Et à l'origine, les pastels étaient fabriqués avec des ocres, enfin l'ocre qu'on trouve dans la nature. Je crois que c'est dans le coin qu'il y a des carrières d'ocre très fameuses. Hein, voilà. Voilà. Donc c'est l'histoire de l'ocre en réalité, et même du pastel sec, remonte à très longtemps dans l'histoire de l'humanité, puisque à partir du moment où on a trouvé ça dans la nature ou sous forme de poudre, les hommes qui ont commencé à utiliser ça comme outil de dessin ont fabriqué des bâtonnets. On appelle ça des pastels à l'écu. Ça se fabrique toujours de manière traditionnelle et c'est finalement une façon d'agglomérer sous forme de bâtonnet un pigment pur. Et moi c'est ce que j'aime dans le pastel, c'est qu'en fait on se retrouve avec des couleurs qui sont assez pures. Alors aujourd'hui c'est industriel, hein, c'est fabriqué de manière industrielle. Et donc toutes les couleurs ont des noms. Évidemment, les noms ils peuvent être liés à des choses qu'on connaît très bien. Donc il y a une couleur qui s'appelle abricot. Ça, vous savez ce que c'est? C'est de l'acajou. Ah, on voit mal. Voilà. Oui. Voilà. Bon, ça fait on est un peu plus dans le noir, mais ça c'est de l'acajou. Donc c'est ce qui a évidemment donné son nom à une couleur. Ça c'est une rose qui a un nom particulier qui s'appelle cuisse de nymphe. Ouais, c'est pas mal. Et il y a une couleur qui s'appelle cuisse de nymphe qui est liée à deux choses. Et elle est intéressante. Ce nom de couleur est intéressant parce que cuisse de nymphe c'est lié à cette rose. Mais cette rose n'a pas été nommée à l'origine cuisse de nymphe pour rien, parce que cuisse de nymphe, c'est la teinte de la chair de la nymphe dans les peintures un peu fantastiques, heroic fantasy. Il y a toute une période au XVIIIe siècle, enfin ouais, surtout pas au XVIIIe, au XIXe siècle plutôt, de peintres qui faisaient des scènes comme ça, avec des nymphes, avec des créatures un peu magiques, souvent tirées de la mythologie grecque. Et donc ça, c'est la couleur de la chair de la nymphe, qui a donné le nom à cette fleur et qui a donné le nom à la couleur aussi. Ce qui fait que quand les peintres cherchaient la couleur pour faire la couleur de la chair d'une nymphe, bah, ils demandaient directement la couleur cuisse de nymphe qui était fabriquée par le fabricant de couleurs. Ça c'est Véronèse, qui a laissé son nom à la couleur verte. Il y a un vert Véronèse. Donc c'est des peintres aussi qui ont pu laisser comme ça dans l'histoire leur nom associé à une couleur. À l'époque c'était des pigments. Oui, et puis les couleurs étaient fabriquées par les fabricants de couleurs et donc ils les nommaient pour pouvoir faire toutes les nuances les plus utilisées, les plus utiles pour les peintres. Ça c'est ventre de biche, la couleur ventre de biche. Après j'ai mis quelques tableaux. Alors ça c'est plus pour parler de moi parce que mes influences principales, comme je vous racontais tout à l'heure, quand j'ai commencé l'illustration, je n'avais aucune référence et aucune culture de l'illustration, mais j'avais une culture, je veux dire, basique de peinture, et notamment, je suis toujours d'ailleurs touché par la période impressionniste, et même au-delà, les Nabis, le fauvisme, toute cette période-là, que je trouve intéressante puisque c'est une rupture avec la peinture classique, représentative, parce que cette peinture, elle naît avec la naissance de la photographie, à une époque que je trouve la plus passionnante dans l'histoire de l'art, qui est la deuxième partie du XIXe siècle, où tous les arts appliqués sont nés à ce moment-là, et on est encore sur la vague de cette période-là, c'est-à-dire que les arts décoratifs, les arts appliqués, le design, la bande dessinée, la photographie, le cinéma, qu'est-ce que je dis, l'illustration, la littérature populaire et la diffusion industrielle de la littérature populaire, les feuilletons, enfin tout est né finalement dans une époque assez resserrée, d'une cinquantaine à une soixantaine d'années. Et ça a été une révolution qui s'est totalement jointe à la révolution industrielle, l'une est la conséquence de l'autre, de la même manière qu'aujourd'hui on vit une révolution numérique dont on ne mesure pas encore tout à fait les impacts culturels et artistiques, même si on en voit des choses émerger, mais moi c'est la période qui personnellement dans l'histoire de l'art me fascine et me correspond le plus. Donc ça c'est la fameuse
la fameuse toile de Monet qui a donné le nom à l'impressionnisme, qui est la toile d'origine de l'appellation impressionniste, qui n'est pas en soi une toile que moi j'aime beaucoup, hein, mais il se trouve qu'elle a la valeur d'histoire. Ce qui m'intéresse dans la peinture aussi, et pour le coup là, l'expressionnisme d'une certaine manière, c'est ce travail, ça c'est Courbet, et c'est un autoportrait de Courbet, donc très très tourmenté, et en fait c'est la lumière. Et moi l'héritage, c'est pour ça que je viens à la couleur en prenant vraiment l'envie de partager ces peintures, c'est qu'en fait le souci que je peux avoir dans mon travail de couleur, c'est un travail qui est proche de la peinture puisque c'est la lumière qui m'intéresse. Donc je vous montre juste des tableaux que j'aime, donc ça c'est deux gars. C'est pas ce qu'on connaît le plus de lui parce que c'est beaucoup les danseuses, mais j'aime beaucoup, ici il y a une dimension narrative en fait, c'est-à-dire même si c'est de la peinture, ça nous raconte une histoire. C'est-à-dire qu'en regardant cette fille, même le gars qui est à côté, on peut d'ores et déjà se raconter une histoire. Le sujet n'est pas un sujet décoratif, c'est pas une volonté décorative, c'est une volonté de partager quelque chose, et donc une émotion par rapport à la figure qu'a peint le peintre. Et puis, dès qu'on arrive, ça c'est Bonnard, dès qu'on arrive vers le fauvisme, en fait, tout à coup, la peinture, elle s'affranchit de la réalité de la couleur. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'on peut raconter des choses ou faire passer des émotions sans coller à la réalité des couleurs. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui peut servir en illustration aussi. Et d'ailleurs, certains illustrateurs s'en servent. Là, on a Matisse, qui est également dans cette ligne-là. Et puis, on arrive à l'abstraction, en réalité. C'est-à-dire que tout à coup, la peinture, elle n'a plus besoin d'être figurative du tout. D'autres choses servent à ça, à commencer par la photographie, et donc on entre dans l'ère de l'abstraction. Alors là, j'ai choisi de vous montrer des peintres qui, moi, me concernent davantage et me touchent et m'influencent énormément. Là, c'est Edward Hopper. Pourquoi j'ai choisi cette image? Parce que je vais vous en montrer une autre, qui est une illustration que j'ai fait moi, qui est tirée du livre La rue qui ne se traverse pas. Et évidemment, alors, il faut que je revienne, évidemment, quand j'ai fait l'illustration de La rue qui ne se traverse pas, j'avais cette image d'Edward Hopper en tête. Et elle me paraissait intéressante pour raconter un certain moment de l'histoire. Voilà. Et du coup, c'est pour vous montrer que, en tout cas dans mon travail, mais je pense que beaucoup d'illustrateurs fonctionnent comme ça, on peut aussi faire appel à des choses qu'on connaît déjà et qui nous paraissent pertinents à utiliser à un certain moment de l'histoire. C'est pas une canne, c'est pas une béquille. C'est juste que cette image s'impose. Là, Carl Larsson, qui est peut-être un peu moins connu, qui est un grand peintre donc de la fin du 19e siècle, peintre suédois extrêmement connu là-bas en Suède, et qui est sans doute le peintre et le dessinateur qui, moi, m'impressionne toujours le plus aujourd'hui, parce que l'histoire de Carl Larsson, je la trouve très très belle. Ce peintre, il a eu du succès assez vite à Stockholm, de son vivant, assez jeune. Il vendait ses toiles, très reconnu, il a gagné beaucoup d'argent. Et puis un jour, il a pris sa femme et ses premiers enfants sous le bras et ils sont partis s'installer dans une petite maison au cul du loup du fond de la campagne, loin de la ville en Suède. Et il a vécu le reste de sa vie en prenant pour sujet de peinture sa maison, sa famille, ses enfants. Et il n'a fait que ça, jusqu'à la fin de sa vie, de peindre et de dessiner sa maison, sa femme, ses filles qui grandissaient, ses fils qui grandissaient. Et c'est absolument bouleversant et émouvant. Et c'est un extraordinaire dessinateur. Il y a une dimension illustrative parce que c'est du dessin. La base de son travail, c'est vraiment du dessin, on le voit par le cerné. Et là, c'est un lit, le lit de sa chambre. Donc j'ai choisi ça pour vous montrer que lui aussi, il m'a servi pas mal quand j'ai illustré le Chaperon Rouge. Parce que quand j'ai illustré cette version du Chaperon Rouge, j'avais les peintures de Carl Larsson en tête pendant tout le temps. Donc Carl Larsson, il m'a permis d'illustrer le Chaperon Rouge. À quel âge il est parti comme ça? Ah, je ne sais plus exactement, il avait je sais plus, une trentaine d'années, entre 30 et 30, ouais, il est parti assez jeune, mais surtout il est parti à un moment où
ça roulait, mais terrible. Et d'ailleurs, toute la première partie de son travail, finalement, c'est un très bon peintre, hein, mais enfin, personnellement, me bouleverse beaucoup moins que la deuxième période de son travail. Karl Larsson, où il existe des livres et tout, vous irez voir, c'est vraiment très très beau. Ça, c'est une image d'un livre qui est en cours. Pourquoi je vous montre cette image? Ça, c'est mon crayonné. C'est-à-dire que ça, c'est la phase avant que je finalise l'image, donc qui est quand même assez poussée, mais dans laquelle, dès le départ, je pose une ambiance de lumière, en fait. Et c'était pour vous parler de ça. C'est-à-dire que dans cette image, dès le début, je la conçois avec une certaine atmosphère de lumière. Et c'est ça, en fait, qui me guide. Donc quand je vais la finaliser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y amener des teintes, des couleurs, mais je vais respecter cette idée-là. Peut-être que je vais assombrir un peu d'autres parties pour faire sentir que le sous-bois s'épaissit. Voilà, je vais travailler plus là-dessus, sur l'atmosphère, en fait, de l'image. Beaucoup plus que sur... pour moi, ça y est, ce que j'ai à raconter là, ça y est, je l'ai composé, ce que je vous racontais tout à l'heure. Pour moi, la part narrative, elle est réalisée là. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de travailler l'atmosphère et la part narrative de l'ambiance de l'image. Est-ce qu'elle va être pesante? Est-ce qu'elle va être joyeuse? Est-ce qu'elle va être inquiétante? Voilà, c'est tout cet aspect-là que la couleur va pouvoir porter. Mais déjà sur ce crayonné, c'est déjà en place. Là, c'est une image qui est tirée que j'ai fait il y a déjà un petit moment, qui est tirée d'un conte inuit, donc esquimau, s'appelle L'enfant qui est né deux fois. Et c'est une image que j'aime beaucoup, qui est une image onirique, c'est-à-dire que dans cette histoire, c'est l'histoire d'une petite âme. Parce que, bon, je fais des histoires qui sont dures, hein, souvent, hein, ça ne me fait pas peur. Et l'histoire raconte, est très fidèle à la réalité de la vie des Esquimaux. La première cause de mortalité des Esquimaux et des Inuits dans leur histoire, c'était les famines. Et les famines, dans cette région-là du monde, elles sont dues à des tempêtes de neige qui ne cessent pas pendant des mois, les réserves de nourriture qui s'épuisent et l'impossibilité de sortir pour chasser à cause des conditions météo. Et donc, dans cette histoire, l'histoire commence alors qu'on est dans une période comme ça, et en fait, ça va être l'histoire d'un enfant mort-né. À peine il est né, qu'il va mourir. Mais son âme, ou son esprit, comme on veut, va rester là, et va en réalité s'attacher à différents animaux, qui vont les uns après les autres mourir. Et pour finir, l'âme va retrouver le ventre de sa mère. Parce que le dernier animal dans lequel l'âme s'est réfugiée est un phoque. Le beau temps est revenu, le père chasse le phoque. Comme il en est le chasseur, il est celui qui l'a attrapé, il garde les meilleurs morceaux. Le meilleur morceau, c'est la queue. La queue, il l'offre à sa femme, enceinte. Et comme la petite âme était dans la queue du phoque, elle retrouve place dans le ventre de sa mère et l'enfant va renaître une nouvelle fois et là, il va vivre sa vie. Ça, c'est le conte. Et c'est un conte qui naît dans la culture inuite par la dévoration. Parce qu'en fait, quand un enfant est mort et qu'on est dans des conditions difficiles, et ben le corps de l'enfant le donne à manger au chien, pour que le chien ne meure pas. Vous voyez, c'est très très concret. Il n'y a pas d'enterrement, pas de trucs comme ça. C'est très... Et résultat des courses, c'est par la dévoration que l'esprit passe d'un animal à l'autre. Le chien va mourir, va être mangé par des corbeaux qui sont mangés par un harfang, une chouette des neiges, elle-même mangée par un renard, mangée par un ours blanc qui va finir par tomber dans l'eau après s'être battu avec un ours blanc, mangé par des poissons, mangé par le phoque. Vous voyez, c'est le chemin. Et l'âme revient comme ça. Et donc cette image correspond à un moment où la petite âme, le petit esprit, Utok, il s'appelle, fait le rêve de la rencontre de la déesse de la mer dans la culture inuite. Alors je ne l'ai pas dessiné exactement comme ça, sa chevelure est composée de phoques. Et son corps est celui d'une baleine. Et en fait, elle est la mère nourricière, la divinité vers laquelle se tourne la culture et les croyances inuites. Et donc ça, c'est l'image qui la représente. Et dans cette image, je l'ai mise par rapport au travail de la couleur et les intentions justement de lumière et d'étrangeté aussi que pouvait porter cette image. Je continue ? Oui. Alors voilà encore une autre façon de travailler la couleur et la lumière. Dans le contraste, mes images sont souvent sombres, elles sont jugées sombres, mais en réalité c'est parce que ce qui m'intéresse c'est la lumière, c'est pas l'obscurité, c'est pas le noir qui m'intéresse, c'est la lumière. Ça c'est une image qui est tirée d'un livre qui s'appelle Feu, qui est un livre assez ancien et qui se passe à l'époque préhistorique où la petite fille là qu'on voit, qui est une espèce de petite silhouette
dirait un petit haricot, qui s'appelle Kakio, est une gardienne du feu. Et l'histoire, elle est née chez Rascal, qui en est l'auteur, en ayant entendu à la radio que des fouilles dans des grottes habitées par des hommes préhistoriques révélaient des traces de feu qui n'avaient cessé de brûler pendant des siècles, avant que l'homme ne sache faire le feu lui-même. C'est-à-dire que quand le feu était trouvé dans la nature à une certaine époque de l'histoire de l'humanité, il était tellement précieux qu'on le ramenait dans la caverne et surtout il ne fallait jamais qu'il s'éteigne. Donc il était alimenté, donc il était gardé par des gardiens de feu. Et évidemment, comme l'espérance de vie à cette époque-là de l'humanité s'arrêtait à peu près vers les 25 ans, c'était des tribus et des groupes et des clans d'enfants et de jeunes, avec notre regard d'aujourd'hui. Et donc, toute l'idée de Rascal était de se dire, la gardienne du feu, c'est une petite fille qui s'appelle Kakio, qui a environ 6 ou 7 ans, et puis elle, sa responsabilité c'est de garder le feu, et cette nuit-là, elle s'endort, le feu s'éteint. Et face à l'immense responsabilité qu'elle ressent, plutôt que d'affronter les siens, elle s'enfuit. Et à partir du moment où elle s'enfuit, ça devient juste une petite fille de 6-7 ans dans une nature hostile, comme on pourrait le concevoir aujourd'hui. Et ça, c'est l'angle qu'a choisi Rascal. Et donc cette image correspond au moment où, au petit matin, elle quitte la grotte, la caverne. Voilà une image qui ne vient pas d'un livre, qui est une image qui a servi pour une pochette de disque. Et qui correspond à un autre type de travail qui est plus adulte. Donc je l'ai mise parce que, pareil, c'est aussi un travail sur la couleur. Et ce qui m'intéresse dans cette image que je vous montre, c'est aussi la volonté qui correspond davantage à mon travail de mêler des choses qui n'ont rien de naturel et des choses qui sont quand même logiques par rapport à la lumière. La logique par rapport à la lumière, c'est par exemple la teinte du ciel derrière les gratte-ciel. Ce qui n'est pas logique par rapport à la réalité de la lumière, c'est le reflet dans l'eau ou la teinte rouge qu'elle a à côté d'elle. Le mélange entre les deux, ça permet de pouvoir faire passer des impressions. Et c'est en ça que je me sens proche de cette notion-là d'impressionnisme, parce que l'impressionnisme, c'est une impression, c'est un ressenti révélé par le dessin, en fait, si on va au fond de ce que ça raconte. Et ça, je m'en sens très proche, je le comprends, en fait, j'ai l'impression de le comprendre. Cette image-là, pareil, alors là, pour le coup, là, le travail de contraste et de lumière, il se passe par le ciel. Le travail du ciel et des nuages, il est relativement réaliste, mais ce qui m'intéresse le plus quand j'ai fait cette image, c'est la fumée. C'est la fumée du train. Parce que la fumée du train, avec le mouvement, c'est très beau, ça se tord en fait. Une fumée en mouvement, ça se tord. C'est pas que le mouvement en soi, c'est aussi la torsion, le mouvement qui est à l'intérieur de la fumée, qui est quelque chose qui ne pouvait exister que sur ce type de train et à cette époque-là, ou alors sur les bateaux à vapeur aussi. Mais sauf qu'il y a la vitesse, et en fait, quand j'ai fait cette image, mon souci principal a été le travail de la fumée. Là, c'est la couverture d'un livre plus récent, où en fait la couleur devient secondaire par rapport à ce que je pouvais faire avant. C'est-à-dire qu'ici, ce qui compte dans ce travail, et c'est vers ça que je vais maintenant, c'est un retour aussi à du dessin pur. Et ce que je veux dire par là, c'est que là, mon souci, c'est le travail du dessin. La couleur, comment je l'ai faite sur ce livre-là, c'est que tous mes dessins sont en noir et blanc et c'est de la mine de plomb. Vous voyez ce que c'est la mine de plomb? C'est comme un crayon qui est entièrement une mine en fait. Et qui permet d'avoir des crayons très gras avec un noir assez dense. Donc tous mes dessins sont dessinés comme ça, en noir et blanc, et comme je dessine sur du calque, parce que le calque a une texture extrêmement douce, extrêmement lisse, et moi j'aime beaucoup cette texture-là, et ben ça fait des salissures. Et toutes les salissures, ensuite, une fois que j'ai scanné mon dessin, et ben je transforme les salissures, qui est une base de matière, et je les transforme en couleur. Et donc la colorisation, elle part des salissures, sur tout ce livre-là. Et avec des couleurs assez pastel, assez pâles, qui permettent de mettre en avant le dessin. Là, ça c'est un travail au pastel, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Le phare des sirènes, avec Rascal également.
et qui, ici, moi, me permet, à travers l'usage de la couleur, de parler de l'intimité. C'est un moment, c'est assez rare de pouvoir montrer une scène d'amour physique dans un livre pour enfants. Quand je dis c'est rare, c'est que déjà il y a très peu d'histoires qui racontent ça, et puis il y a toujours la volonté de rester pudique sans éviter de parler de ce sujet qui en soi n'est pas tabou. En tout cas pour moi c'est pas un tabou, l'amour physique. Le baiser ou la nudité ou le désir sont des choses qui naissent dès l'enfance en réalité, faut pas se mentir. Et simplement, c'est comment le montrer. Parce que c'est ça, quand on fait des illustrations dans un livre, la première question fondamentale, c'est comment on représente les choses. Comment on les raconte, comment on les représente. Et là, c'est une scène qui était explicitement racontée dans le texte de Rascal, qui est une nuit d'amour physique entre une sirène et un jeune garçon. Et ce sont deux personnages qui ont des vrais sentiments amoureux. Et ça a été un enjeu intéressant que j'ai représenté comme ça, parce que, alors là l'image elle est un peu tronquée, mais enfin pas beaucoup, et où il fallait que je montre les choses tout en laissant comme une bulle et une distance et un respect, vous voyez ce que je veux dire? Pas faire une image voyeuse, parce que ça c'est la pire des choses. Donc l'enjeu il était là pour moi, sur cette image-là, et du coup la couleur et l'ambiance colorée, elle m'a servi à... Voilà, on est dans une petite semi-pénombre d'une chambre où ça se passe. De la même manière, là c'est tiré d'un autre livre qui s'appelle L'Arbre de paix. Là c'est un moment de tempête dans une région sablonneuse. Donc moi j'ai jamais assisté à une tempête de sable, mais je me figure bien à quoi ça peut ressembler. Enfin voilà, en tout cas c'est comme ça que je me la figure. Et pour montrer la violence du vent, c'est l'arbre qui nous raconte la violence du vent. C'est pas le mouvement en fait. Si j'avais mis le même mouvement avec un arbre le plus droit, le vent aurait été moins fort. Donc c'est ce genre de choses qui sont intéressantes à travailler narrativement, encore une fois. C'est le degré qu'on met dans les événements ou dans les situations qu'on est amené à illustrer. Voilà une autre ambiance de lumière et de couleur. Ça, c'est une image qui est tirée d'un livre qui s'appelle Le Golem, le mythe du golem, qui est un mythe absolument merveilleux, qui est très très ancien et qui, à un moment de l'histoire, je crois que c'est la seule histoire comme ça, a été attribué à un véritable personnage historique. C'est-à-dire qu'on raconte la paternité, en tout cas, du golem et l'histoire du golem, on l'attribue à un personnage qui s'appelait le rabbin Löw, dans la ville de Prague, en 1580. Ce rabbin, il a existé à Prague, qui existait en 1580. Et en fait, voilà, dans la mythologie, hein, d'une certaine manière juive, on prête au rabbin le rôle du rabbin qui crée le golem, qui rencontre Dieu par chemin, qui fait cette énorme créature en argile, lui met le parchemin dans la bouche, grave sur son front le mot vie en hébreu et donne vie à ce colosse qui va lui obéir et protéger la communauté, juive des menaces qu'il subissait à l'époque. Et quand on va à Prague, eh bien, on retrouve plein de statues un peu partout du rabbin, et le golem fait partie entièrement de la ville de Prague, alors que le mythe est bien antérieur à cette époque-là. Donc moi j'ai illustré l'histoire qui se passe à Prague, et c'est le premier livre où j'ai fait un déplacement professionnel de recherche pour aller me documenter sur le Prague de 1580, vu que c'est très spécifique, vu que ça se passe vraiment à une époque où j'avais du mal à me figurer à quoi pouvait ressembler la ville, etc. Donc j'avais fait un voyage d'études, on va dire, pour ce livre-là. Et cette image représente le moment où, avec son fils et son neveu, le rabbin a sculpté le colosse, mais ne lui a pas encore donné vie. Voilà une autre image, pareil sur le travail de la lumière, qui est tirée là, une image plus récente, tirée de roman de Peter Pan, qui a été pour moi peut-être le livre le travail le plus considérable que j'ai eu à faire en tant qu'illustrateur, puisque c'est l'intégralité du roman d'origine de James Barrie que j'ai illustré, qui, ceci dit, est un roman absolument passionnant, à qui il n'a pas lu,
je vous le conseille vivement. Pas du tout un roman pour enfants, mais vraiment pas. Mais pour grands, on peut le lire à d'assez grands enfants et surtout le lire pour soi. Et cette image raconte le moment où Wendy a le sentiment de rêver d'un personnage qui vient la visiter toutes les nuits dans sa chambre, et que cette image raconte ça à sa mère, qui lui dit que c'est le fruit de son imagination, moyennant quoi on retrouve des petites feuilles du vêtement de Peter qui traînent sur le parquet et qui sèment le doute sur la vérité de son sentiment. Donc ça, c'est le moment où en fait, voilà, la lumière elle est travaillée simplement par l'ombre portée sur le visage de... Et c'est vrai que s'il n'y a pas l'ombre, l'image en soi, on va justifier. Enfin, la narration, elle passe par la présence de ce jeu de lumière. Bon, ça, c'est une image que j'ai fait complètement à part, qui représente l'Arche de Noé, où je l'ai mise là-dedans pour simplement évoquer aussi que à travers le travail des couleurs, on peut travailler, mais ça rejoint un peu ce que je vous ai montré sur le vent tout à l'heure, c'est les éléments. Là, c'est l'eau et c'est la pluie battante, etc. Donc ça m'intéresse beaucoup par la couleur. Alors, ça, ce sont des images qui sont prises dans le livre Quelle couleur. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer d'autres styles, d'autres formes de travail, et notamment ce qu'on appelle le kawaii. Le kawaii, c'est tous ces petits personnages-là qui sont dans la page évoquant l'hiver, parce qu'évidemment, quand j'ai travaillé, je me suis posé question sur les couleurs, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de vérité sur les couleurs, que les vérités sont interprétées par deux prismes qui sont complètement subjectifs, qui sont un, la culture à laquelle on appartient, et deux, la personne qu'on est. C'est-à-dire, il y a des évocations de couleurs ou des choses reliées aux couleurs qui n'appartiennent qu'à soi, qui sont des souvenirs ou de l'ordre de l'affect. Donc moi, je me suis permis dans le livre de mettre des choses qui ne concernent que moi et que mon avis sur les couleurs. Et puis d'autres qui font partie de la culture, que je partage avec vous, mais de manière plus globale, culture occidentale, qui font qu'on va associer naturellement des couleurs à telle ou telle chose. Par exemple, la robe de mariée, dans notre culture, elle est plutôt blanche. C'est vrai qu'en Asie ou dans d'autres pays, elle va être rouge. Donc c'est vraiment, et la couleur blanche va être celle du deuil, nous c'est plutôt le noir, etc. Donc les liens culturels aux couleurs varient en fonction des pays et des cultures auxquelles on appartient.